fait, je vais parler pendant 2 minutes. Je me présente Alain Gagnon, je suis responsable de la chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes, et on organise des Midi des Nations déjà depuis 10 ans. Alors, on marque cette année un 10e anniversaire, ça va vite. Très vite. C'est une alliance, on aime beaucoup le terme alliance, c'est une alliance qu'on a établie avec Recherche amérindienne, la revue Recherche amérindienne, et qu'on a étendu ce partenariat à un groupe, le Centre interuniversitaire d'études et de recherche autochtone, le Sierra Montréal. Donc, on essaie aussi d'agrandir cette alliance à d'autres partenaires éventuellement. L'objectif premier, c'est de faire connaître les revendications des Premières Nations, mais aussi d'amener à l'UQAM des leaders autochtones, des chefs de file autochtones, pour nous montrer la voie, et surtout cette voie de la responsabilité et du partage. On a déjà accueilli Jean-Guy White Duck, on a accueilli Ghislain Picard, et d'ailleurs, il y a un ouvrage qui a été publié, Les entretiens de Ghislain Picard avec Pierre Trudel, qui est avec nous à la table d'aujourd'hui. On a accueilli Viviane Michel, Lydia Larivière, Raphaël Picard, Serge Simon, Mike McKenzie. Donc, on continue aujourd'hui. On reçoit Constant Awashish, grand chef de la nation Atikamekw, qui a été élu, disons-le très clairement, suffrage universel avec près du 2/3 du soutien de sa nation. Donc, c'est une première dans cette communauté-là, avoir un appui aussi fort pour un chef. Et je pense qu'il apprécie, ça lui donne une autorité à la fois morale et politique. Et cette communauté-là, c'est une communauté qui rejoint trois grands villages dans la région de la Mauricie. Tout à l'heure, on aura Nicolas Houd qui va venir présenter le territoire des Atikamekw assez brièvement après l'intervention du grand chef. Et on aura aussi des interventions de nos commentateurs, dont Cynthia Smith, femme autochtone, qui est analyste juridique. On aura aussi Pierre Trudel qui va faire quelques commentaires. Il a déjà une série de questions à poser au grand chef. Et on a Louis Bernard qu'on accueille. Et Louis Bernard, je vous souligne ici qu'on a un ouvrage, Les entretiens avec Louis Bernard. Donc aussi, vous pourrez vous le procurer si la curiosité vient vous chercher à la fin. Donc, ancien secrétaire général au Conseil exécutif du gouvernement du Québec, et il a aussi été négociateur en chef du gouvernement du Québec avec les Inuits et les Mohawks. Si je ne me trompe pas, Louis pourra me corriger plus tard. Alors, j'en profite aussi pour vous inviter à fermer vos cellulaires. Assurez-vous que, je vais faire la même chose moi aussi, assurez-vous que nous ne soyons pas dérangés pendant l'intervention. Le grand chef Constant Awashish va probablement nous parler d'abord de son cheminement personnel. Il va aussi nous parler de l'effet de la déclaration de souveraineté de sa nation, parce qu'on sait que la nation Atikamekw a élaboré une déclaration de souveraineté. Mon pressentiment, c'est qu'il va nous parler d'une forme de constitutionnalisme que nous, les politologues, on appelle le constitutionnalisme ancien, mais qui est très d'actualité. Ce constitutionnalisme ancien-là a 3 caractéristiques. La première caractéristique, c'est la continuité historique. Donc, ne pas effacer la trace d'une nation d'un peuple. La deuxième caractéristique qu'on peut identifier, c'est celui du consentement. Donc, quand on transforme, on modifie les ententes qui auraient été prises, il faut que les nations consentent à ce changement-là. Et finalement, c'est la dimension de la réciprocité. Dans quelle mesure les nations peuvent-elles agir de façon consensuelle et donc agir d'une façon ouverte, plurielle, mais accueillante aux revendications des uns et des autres. Alors là-dessus, le grand chef, vous avez, on verra, 20 minutes, c'est à vous de décider. Vous avez le temps et l'auditoire qui vous attend. Parfait. Oh, merci. Très belle présentation. C'est vrai que je l'ai apprécié un peu, j'apprécie un peu le fait d'avoir rentré fortement par suffrage universel. Ça fait, j'ai senti beaucoup de support de la part de mes membres, avec une rentrée spectaculaire qui m'a justement en plus, comment je peux dire, j'ai été très surpris. C'était une journée qui était
avec beaucoup d'émotions. J'ai eu beaucoup d'émotions cette journée-là. C'était pas... je vais vous expliquer comment c'est arrivé. Comment j'ai décidé de me présenter grand chef. Moi qui suivais plus ou moins la politique à l'époque, c'est vrai que j'ai étudié en droit, mais sans plus ou moins être très impliqué avec la politique Atikamekw en particulier. Je suivais la politique en général, comme je pense la plupart des gens. Mais j'avais des amis qui étaient très préoccupés, j'avais des amis qui suivaient beaucoup de près la politique Atikamekw, je pourrais dire, puis eux, on va dire littéralement, ils m'ont harcelé. Ils disaient, t'étudies en droit, tu serais en mesure de comprendre beaucoup d'enjeux, tu serais en mesure de comprendre le langage qui est utilisé souvent par les gouvernements lorsqu'il y a des dialogues avec les Premières Nations. C'est eux qui m'ont convaincu après plusieurs tentatives de me présenter grand chef. Puis ça a pris, je pense, 2 semaines avant la mise en candidature. C'est là que j'ai décidé, OK, on va y aller de l'avant. On va essayer. Puis je l'ai dit souvent, ça, on va essayer, je vais me présenter. Mais ça ne veut pas dire que je vais gagner. Je vais aller chercher une expérience. C'était ça au début. Ce que je voulais aller chercher, c'était d'aller chercher c'est quoi une campagne, c'est quoi toute l'implication que ça donne de faire le tour des communautés, de voir les gens, d'étudier les préoccupations des gens, de voir qu'est-ce qui les tient à cœur, comment ils voient la nation, comment ils voient les aspirations des membres Atikamekw, des jeunes, du futur. C'est en faisant le tour des communautés que j'ai compris beaucoup de choses à l'époque, parce que, comme je vous disais tantôt, je n'étais pas nécessairement dedans la politique Atikamekw à l'époque. C'est grâce à eux, grâce à des amis qui sont proches de moi, que j'ai décidé de me lancer là-dessus. Par surprise, par grand étonnement, c'est la journée des comptages des votes. J'allais me présenter là comme bon joueur, comme si dans ma tête, moi, j'étais un nouveau, j'étais un jeune. Je me disais, pour moi, c'est pas moi qui va gagner pareil, mais je vais y aller. On va aller serrer les mains. Puis finalement, cette journée-là, j'écoutais à la radio. J'étais allé à la salle. Finalement, je suis sorti de la salle, j'écoutais à la radio. Puis là, j'entendais mon nom tout le temps, Constant Ouachiche, Constant Ouachiche. Puis là, t'entendais les autres noms des autres candidats, une fois de temps en temps. Puis là, après, je pense, le quart ou le tiers du comptage, et là, je me suis rendu compte, je pense que ça s'en vient sérieux, cette affaire-là. Je pense que c'est vrai que je vais rentrer. Là, je commençais. Là, dans ma tête, là, il se passait toutes sortes d'idées qui se passaient. J'avais des émotions, j'en shakeais, j'en tremblais. Je me disais, wow, le gage que j'ai fait avec ceux autres qui m'ont aussi challengé de me présenter, finalement, là, ça s'en venait réalité. Là. C'était pas c'est plus des rigolades. Là. C'est vraiment, je prenais en main des responsabilités qui sont très importantes. C'est des responsabilités qui sont fondamentales pour les Premières Nations, mais en particulier pour les Atikamekw, parce que je parle au nom des Atikamekw. Parce qu'en tant que grand chef, tu as plusieurs responsabilités. C'est de veiller justement aux intérêts, veiller à ce que les droits de mes membres soient respectés. Mais un des mandats aussi que les membres m'ont donné à travers les assemblées généraux à l'époque, c'est là qu'ils ont décidé de créer le poste de grand chef, d'élire un grand chef au nom de la nation Atikamekw. Lui, il était supposé veiller, encore aujourd'hui, il veille à la négociation globale, veille à ce que justement la négociation se déroule de la bonne façon, que les intérêts soient bien défendus, mais aussi que ça respecte les droits actuels des Autochtones, nos droits ancestraux. Puis c'est d'aller chercher le maximum qu'on peut aller chercher en tant qu'Atikamekw. On connaît la situation actuellement. On connaît un peu l'histoire. Vous êtes sûrement des étudiants qui sont intéressés par la situation des Autochtones. Donc, vous connaissez à peu près c'est quoi l'histoire du droit autochtone au Canada, comment ça a évolué depuis
comment c'était au début. On ignorait beaucoup les Autochtones. Ils ont créé la loi sur les Indiens dans les fins des années 1800. Pendant longtemps, on n'a pas entendu parler d'eux parce qu'on les avait parqués dans les communautés, dans des réserves plutôt. Et jusque dans les années 60-70, que là, on a commencé à entendre parler plus des Autochtones parce que les Autochtones étaient de plus en plus éduqués. Il y a des Autochtones qui étaient éduqués. Et eux, ils ont commencé à revendiquer leurs droits, à revendiquer des territoires, à revendiquer un respect, à revendiquer leur traité, à numéroter pour certains. Puis c'est ce qui a créé un mouvement dans les années 60 avec on connaît aussi l'histoire aux États-Unis avec le AIM et tout ça. Mais au Canada, c'est vraiment ça, les années 70. Mais au Québec, plus particulièrement, c'était avec la Convention de la baie James. Quand ils ont commencé à parler de la Convention de la baie James, qui voulait construire des barrages au nord, l'Association des Autochtones du Québec à l'époque, ils se réunissaient pour justement essayer d'arriver à un accord avec le gouvernement du Québec, pour pouvoir avoir l'aval. Le gouvernement voulait avoir l'aval de signer pour pouvoir construire leur barrage à l'époque. Et c'est de là que ça a commencé vraiment la conscientisation des Autochtones, conscientisation au sein même, à l'interne pour nous, mais conscientisation de la société en général, que les Autochtones sont là, que les Autochtones ont des droits, puis que les Autochtones ont été ignorés pendant très longtemps, malgré que les Autochtones n'ont pas, pour la plupart, cédé aucun droit, particulièrement au Québec. Puis c'était d'ailleurs la raison pourquoi nous autres, les Atikamekw, on a décidé de faire une déclaration de souveraineté. Mais pour continuer ce que je disais tantôt, les années 70, c'était l'effervescence des droits autochtones. C'est l'époque où le gouvernement fallait signer absolument. Il y avait des gens de Wall Street qui finançaient les gros projets de barrage. Ils faisaient la pression sur le gouvernement du Québec. C'est pour ça que ça s'est réglé quand même assez rapidement. C'était des territoires riches, des territoires qui avaient du potentiel hydroélectrique à l'époque. C'est ce qui a fait développer la Convention de la baie James. C'est pour ça que ça s'est réglé rapidement. Mais au Québec, contrairement, là j'essaie d'expliquer un cours de droit autochtone en quelques minutes. Là. Mais au Canada, on connaît la vaste territoire du Canada. Depuis les années 1800, il y a eu des traités par numéro, des traités Robinson ou peu importe, en Ontario. En Colombie-Britannique et au Québec, il n'y a pas eu de traité. À part maintenant les traités modernes avec les Nijigas en Colombie-Britannique ou la Convention de la baie James au Québec. Puis si on regarde le droit autochtone au Canada, on sait que la Cour suprême a dit que les Autochtones, le droit des Autochtones, les droits ancestraux autochtones c'était un droit comme sui generis. Donc, c'est un droit spécial. C'est un droit qui est antérieur. C'est un droit qui a préséance. C'est ce que les cours sont venus développer avec les années, parce que suite aux revendications des Autochtones, il y a de plus en plus de questions qui se ramassaient aux cours supérieurs. Puis c'est pour ça qu'au Québec, il y a juste la Convention de la baie James. Le reste du territoire québécois, mais c'est quoi le statut juridique de ce territoire-là? Il n'y a pas... nous, c'est là-dessus qu'on s'est basé, les Atikamekw, nous, nos aînés, on a des histoires, on a des enregistrements, on a beaucoup, on est riche en histoire sur l'occupation du territoire. Comment les gens sont arrivés du premier contact jusqu'à aujourd'hui. Il y a des aînés qui connaissent encore des histoires. Les premiers qui sont arrivés à Québec, les premiers Atikamekw qui ont rencontré on les appelait Mtchokjish, c'est des non-autochtones, les Européens qui arrivaient. On a des histoires comme ça. Puis justement, il y en a un qui était très inspirant, il y en a un qui était vraiment... il n'était pas radical, mais il connaissait sa position, il connaissait la réalité. Puis lui, souvent, puis juste avant de mourir également, c'est là que
sa citation a été prise, puis c'est souvent là-dessus, nous, qu'on se base, puis sa citation, ça dit tout, mais pendant plusieurs années, il a compté l'histoire, il connaissait toute l'histoire qui vient pour prouver sa citation, pour appuyer sa citation. Son nom, c'était César Noachish Manawan. Ce monsieur-là, il a dit que, avant de mourir sur son lit de mort à l'hôpital, il disait « Dites-leur que nous n'avons jamais cédé, dites-leur que nous n'avons jamais vendu, dites-leur que nous n'avons jamais échangé au statut et au traitement sur le territoire. » Parce que lui, il était conscient, puis souvent, il parlait de l'époque des wampum, il parlait des forestiers. Lui, il faisait assimilation des forestiers avec les gouvernements. Il disait c'est les gens qui veulent couper du bois, c'est les gouvernements. Puis il y avait le grand commerçant. Le grand commerçant, c'est ceux qui étaient ici pour la fourrure. C'était la compagnie de la baie du Son et tout ça. Là. Et puis les Néruisios, c'était les Autochtones. Il dit à l'époque, je me souviens plus dans quelles années, là, la fin des années 1600, il y a eu supposément un wampum qui avait été signé où ce que les trois partenaires allaient travailler ensemble, mais sans jamais interférer aux occupations de chacun. C'était OK, vous pouvez venir, vous avez des besoins, on vous accorde la possibilité de pouvoir remplir vos besoins. Et nous, on va continuer à vivre la façon qu'on vit. On ne veut pas être bouleversé par vos demandes, mais on va continuer à vivre de la chasse, de la pêche. C'est encore notre territoire. C'était comme une entente commerciale. Il n'y avait pas eu rien qui statuait sur le territoire à l'époque. Puis ça a été comme ça jusqu'à aujourd'hui. Le territoire du Québec n'a pas été vendu, statué autrement. Mais il y a eu usurpation. Il y a eu usurpation, je peux l'avouer là-dessus. On voit c'est quoi la réalité sur le territoire. On est 7000 Atikamekw, 7500 Atikamekw. On vit dans 3 communautés, Wemotaci, Manawan et Obidjwan. On occupe un certain territoire, mais on est en minorité sur ce territoire-là. C'est ce qui vient rendre les choses très compliquées et très dures pour nous. On enferme nos droits. On a fait notre déclaration de souveraineté. Puis c'était une raison. La déclaration de souveraineté, c'était pourquoi qu'on a fait ça. C'est pas moi, 4 jours plus tard, après mon élection, qui a décidé que on faisait une déclaration de souveraineté. C'était une chose qui avait été pensée, ça faisait plusieurs années. J'avais parlé avec un ancien chef, lui, ça faisait déjà 10-15 ans qu'il parlait déjà de déclaration de souveraineté parce qu'il fallait s'affirmer, il fallait dire aux gens que ce territoire-là, c'était aux Atikamekw. Et qu'est-ce qui est arrivé après mon élection? On a décidé de venir éduquer la population, venir sensibiliser la population, venir affirmer nos droits. Il y a plusieurs motifs pour pourquoi on a fait une déclaration de souveraineté. Il y a le côté éducation. On veut éduquer nos membres, mais on veut éduquer aussi la population en général, c'est de faire connaître la situation. Il y avait un côté politique aussi, c'est de faire réagir le gouvernement, parce qu'on veut faire bouger les gouvernements. Ça ne peut pas être le statu quo éternellement. Il y avait un côté social. Le côté social, c'est de renforcer la fierté des Atikamekw. C'est de faire réaliser qu'on n'est pas des méchants, on ne veut pas faire mal au monde, on ne veut pas mettre le monde dehors, on veut juste travailler ensemble, c'était ça au début, c'est de collaborer, depuis l'arrivée, la colonisation, ça a toujours été ça, la mentalité des Autochtones, c'est de collaborer, c'est de partager, c'est de travailler ensemble pour le bien-être de tous. Ça a toujours été comme ça chez les Autochtones. C'est ça qu'on voulait, mais le côté social, c'était plus, on connaît l'histoire, on sait qu'est-ce qui est arrivé aux Premières Nations, puis nous autres, ça fait pas exception, les Atikamekw. On s'est fait ridiculiser, souvent, nos grands-parents disaient, surtout dans les pensionnats. Les pensionnats, t'as pas le droit de parler ta langue, t'as pas le droit d'avoir des cheveux longs, t'as pas le droit
Il disait que tes grands-parents, dans les pensionnats, ça disait ça. Tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, c'est des moins que rien. Ils connaissent, c'est des sauvages, ils ont aucune connaissance. C'est le genre de discours qu'on a entendu pendant très longtemps. Ça fait mal à un peuple, ça fait mal à la fierté individuelle, mais collective également. C'est quelque chose qu'on essaie de combattre à tous les jours. Mais la déclaration de souveraineté, c'était un des buts aussi de la déclaration de souveraineté, c'est de faire prendre conscience à la population qu'on est des Atikamekw, qu'on est toujours là, que nous parlons notre langue encore fortement. D'ailleurs, pour votre information, la langue Atikamekw est la langue la mieux préservée de toutes les langues autochtones au Canada. Il y a beaucoup de linguistes. Là. Je ne sais pas s'il y a des linguistes dans la salle des linguistes de la langue algonquine, la grande famille algonquine. Eux sont d'accord là-dessus que c'est l'Atikamekw qui est vraiment le langage qui ressemble le plus au langage proto-algonquin. Ça veut dire vraiment la langue parlée à l'époque des premiers contacts. Donc, nous autres, c'est un élément dont, en tant qu'Atikamekw, on veut être fier, mais c'est pas toujours facile. C'est de véhiculer cette fierté-là. Parce que souvent, c'est tellement ancré fortement dans eux, dans leur esprit, que pendant un certain temps, même les Premières Nations croyaient vraiment ce qui était dit sur eux. On est des alcooliques, on est des mauvais, on vit dans le bois. C'est pas honorable de vivre de cette façon-là. C'est ce qu'on leur disait. T'sais. Puis, c'est quelque chose qui est pas facile à combattre même au sein, à l'interne. C'est quelque chose qui est dur à combattre. Puis je pense que c'est le plus gros défi vraiment aujourd'hui des Premières Nations, c'est de combattre l'estime de soi. Aujourd'hui, le moral n'a pas été... Là, ça s'améliore depuis une dizaine d'années, je pourrais dire. Là, ça s'améliore, les cultures reviennent, nos traditions reviennent, mais ça prend du temps de combattre ce phénomène-là qui s'est installé, cette mentalité-là qui s'est installée de manque de fierté, mais tranquillement. Puis je le vois depuis une dizaine d'années, on pratique des powwows. À l'époque, c'était pas comme ça. Quand j'étais vraiment jeune, il n'y avait pas de powwows, même si c'était mal vu d'avoir des powwows dans nos communautés. On pratique nos cérémonies tranquillement. Ça revient. Nos cérémonies païennes, comme c'était appelé à l'époque. Tranquillement, ça revient, ces choses-là. Les gens reprennent possession, se réapproprient leur culture, se réapproprient leur croyance. Puis, oui, il y avait... C'est compliqué. C'est pas compliqué quand tu le vis, mais c'est compliqué de l'expliquer. Oui, il y avait les gouvernements qui étaient, ils voulaient nous assimiler, vous êtes un Indien, c'est mieux un Indien mort quasiment. C'est ce que, je ne me souviens pas c'était quoi la citation qui avait été dite, mais il n'y avait pas juste eux autres. Il y avait l'Église aussi là-dedans qui était complice. L'Église qui nous empêchait, qui brûlait nos tambours, qui brûlait nos... peut-être c'était... Je ne dis pas nécessairement que c'était tout malveillant. Peut-être il y avait une bonne intention en arrière de ça, mais veut pas, on leur disait que vous pouvez pas pratiquer vos cérémonies, c'en était même criminel de pratiquer nos cérémonies. C'est quand même spécial que les Autochtones pratiquaient des cérémonies à l'époque. C'était rendu criminel pour nous. D'ailleurs, luckily, comment on dit ça? Heureusement, ouais. Heureusement que certains aînés qui ont été plus réticents à mettre tout de côté, à passer à d'autres choses, ils ont su garder des croyances, des histoires, des cérémonies, puis ils ont continué à pratiquer, mais en cachette. Ils pratiquaient dans la forêt en cachette. Il y avait juste quelques personnes qui étaient au courant, des membres proches de la famille, qui ont continué à pratiquer certaines cérémonies, mais ils se cachaient même des autres membres de la communauté.
par peur de se faire dénoncer, par toutes sortes de peurs, parce que c'était vraiment... Ça a été vrai. Ils se sont fait laver le cerveau, tout simplement. Ils se sont fait laver le cerveau. C'était mal vu, c'était pas bien, tu devenais outcast, comme rejeté si on découvrait que que tu pratiquais encore des cérémonies à l'époque. Il y avait cette peur-là inculquée par l'Église, les religieux, mais il y avait aussi la peur inculquée par le gouvernement qui était toutes ces cérémonies-là, toutes ces croyances-là, c'est criminel. On était comme attaqué sur deux fronts. Puis d'ailleurs, j'ai eu beaucoup d'expériences personnelles au sein même dans ma famille, où on se tiraille un peu sur... des fois, on dit que oui, c'est démoniaque, mais on dit des fois, c'est pas vrai, c'est pas vrai ces histoires-là. Fait que, il y a encore des tabous par rapport à ça, mais tranquillement, il y a du positif, je vois du positif, ça revient tranquillement, notre culture revient, notre langue est toujours présente, mais on est quand même préoccupé de perdre notre langue. On sait avec Internet, on sait avec la télévision, c'est pas en français, c'est pas en atikamekw, les jeunes jouent au PlayStation, puis ils jouent au Xbox comme n'importe qui, puis c'est tout en anglais, c'est tout en français. On a peur pour notre langue, malgré que ce soit une des langues les mieux préservées, les mieux sauvegardées. On a quand même peur aujourd'hui. C'est pour ça que on veut se prendre plus en main, on veut assurer notre autonomie, on veut s'assurer que nos membres puissent développer la nation, développer un futur, mais par nous autres, non par d'autres personnes. Puis c'est d'ailleurs un message qu'on voulait, on recherchait avec une déclaration de souveraineté. Puis tout ça ensemble, c'est de travailler à construire notre société. On commence à la base. Hein, tantôt, j'ai parlé de social, le côté social. Ça commence de même. C'est reconstruire la fierté, reconstruire l'identité, reconstruire la personne, l'autochtone, Néo-Wizio, seulement qu'on l'appelle nous autres. C'est de rebâtir sa personne, ensuite lui donner les outils, l'éducation pour pouvoir justement participer à l'épanouissement de la nation, créer des entreprises, créer des richesses à travers notre territoire. Veut pas, il y a souvent le cliché que les Premières Nations sont... Oui, c'est vrai qu'on est préoccupé par l'environnement. Oui, c'est vrai qu'on est... ça fait partie de nous, notre territoire. Préserver la terre-mère, de toujours s'assurer qu'il y a une pérennité, de penser aux générations futures. Mais en même temps, on est modernisé ici en Amérique du Nord, les Autochtones. On veut pas juste voir les ressources se faire piller de notre territoire. Si les ressources vont être exploitées sur notre territoire, mais on doit y participer, on doit recevoir quelque chose en retour. Parce que, comme tantôt j'ai expliqué, le territoire du Québec, c'est une zone grise, sauf la Convention de la baie James. Pour nous, puis à travers la voix de nos ancêtres, de nos aînés, c'est notre territoire, c'est le territoire des Atikamekw. Pour le territoire, ben, et puis là, le territoire de la revendication, la galaxie. Ouais. C'est la galaxie, c'est un grand territoire, la galaxie. Mais c'est ça, à travers les récits, à travers toutes les histoires que nos aînés nous ont données, ils ont réussi à préserver. Mais pour nous, c'est notre territoire. Puis c'est la moindre des choses d'y participer s'il y a une exploitation du territoire. On ne peut pas être ignoré. Puis c'est ça, en gros, c'était quoi la déclaration de souveraineté? C'est sûr qu'on aimerait ça demain être souverain. Mais on parle si on compare, souvent, il y a des gens qui essaient de ridiculiser notre déclaration de souveraineté. Ouais. Ils disent alors vous êtes souverain sur votre territoire, vous allez créer votre propre monnaie. Ça ne veut pas dire qu'on veut créer notre propre monnaie. On n'a pas déclaré l'indépendance du territoire atikamekw. Hein. On veut juste on veut juste décider qu'est-ce qui se passe sur notre territoire. On veut
tout développement, que ce soit forestière, minière ou hydroélectrique ou villégiature, tout ça, c'est une force économique. Mais pourquoi pas que les Atikamekw, alors qu'ils sont propriétaires du territoire, on est encore propriétaires, nous, du territoire. On n'a pas le droit d'y participer. On n'a pas le droit d'avoir des bénéfices, des redevances sur ce territoire-là. Tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de traité avec le Canada et le Québec sur ce territoire-là, pour nous, c'est notre territoire. Mais c'est sûr que c'est pas facile. On a beaucoup de choses à rattraper socio-économiquement. On a beaucoup... ça a commencé, comme j'ai dit tantôt, par la fierté. Suite à la fierté, il faut les éduquer. Suite à les éduquer, il faut structurer nos communautés, structurer notre nation, créer des entrepreneurs, des entreprises, créer des penseurs atikamekw, des gens qui vont être impliqués justement au développement de la nation, mais à la pérennité aussi des valeurs, la pérennité de la culture, la pérennité de la langue atikamekw. C'est tout ça. Il y a plusieurs fronts pour attaquer la souveraineté atikamekw pour pouvoir travailler là-dessus. Ça se fait pas du jour au lendemain comme certains peuvent le penser. On pense à des gens qui parlent de souveraineté québécoise. Ça fait depuis les années 70 qu'ils parlent de ça. Ils sont pas souverains pour autant aujourd'hui. C'est sûr qu'ils ont beaucoup de pouvoir, mais par rapport au Canada. Mais pour nous, c'est un autre genre de souveraineté. C'est dur. C'est de concevoir que on travaille avec le système qui a été apporté. On travaille parce qu'on utilise les cours. On utilise les cours du système qui a été mis en place sur notre territoire où on est propriétaire. On utilise des lois autant provinciales que fédérales pour justement exercer nos droits, donner des services à nos membres. Il y a toutes sortes de choses qui viennent comme en contradiction avec la souveraineté, je trouve. Mais je pense qu'on n'a pas le choix de passer par là. Puis c'est grâce à vous, il y a certains d'entre vous, des Autochtones, mais des non-Autochtones, où est-ce que vous allez être conscientisés, où est-ce que vous allez comprendre que, tantôt je parlais, on n'est pas méchant, on n'est pas... on veut pas renvoyer tout le monde en Europe, on veut juste travailler ensemble. On veut que vous nous aidiez à pouvoir préserver notre culture, vous nous aidiez à être fiers de notre culture, que vous partagiez avec nous notre fierté. On est comme... on est un trésor à l'humanité. Notre langue, c'est une langue qui était parlée depuis des temps immémoriaux. C'est une langue qui est proche de la nature, qui souvent, nos aînés ils disent ça pour les jeunes qui perdent tranquillement leur langue. Va dans la forêt, parce que c'est la forêt qui va t'enseigner ta langue. Parce que c'est de là qu'ils viennent, c'est de là que la langue sort, c'est que ça sort quasiment, c'est que ça devient quasiment spirituel l'approche, mais c'est la réalité. Les aînés, ils ont beaucoup de connaissances incroyables que j'aimerais ça partager ici, mais là, j'aurais de l'air d'un Raël aujourd'hui. Ils m'ont montré des choses que même moi, j'y croyais même pas. Je pensais que c'était des histoires à coucher dehors. Je pensais que c'était des choses que c'était des illuminés qui parlaient de ça. Mais quand ces aînés-là m'ont montré, il y a bien à jeun, là. Ça se passe bien à jeun, là. Ils m'ont montré des choses ça m'a fait changer ma vision de la vie. Ça m'a fait changer. Waouh, on est vraiment. Il y a quelque chose de spécial. Puis il faut protéger notre vie, il faut protéger notre terre, il faut protéger tout ce qui nous entoure, mais il faut se protéger chacun entre nous. Il faut être fier, il faut s'aimer chacun sans tomber dans les. Je ne suis pas ici pour faire l'évangélisation ou de parler comme Jésus à l'époque.
Mais je pense que c'est ça les valeurs de nos aînés, c'est de s'aimer chacun, de se respecter chacun, puis d'être fier de chacun, d'être fier des valeurs des autres, d'être fier de la culture des autres, d'être fier de la langue des autres. C'est dans le respect mutuel, c'est dans l'entraide mutuelle, c'est dans le partage mutuel des connaissances, mais aussi des richesses. Je sors pas mal du sujet, là. Mais en gros, c'est vraiment social, politique, juridique, économique, éducatif surtout. C'est ça la raison de notre déclaration de souveraineté. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je peux peut-être développer plus avec vos questions.